Cool, merci beaucoup. Alors, une petite phrase pour commencer, prononcée par Shimon Peres il y a quelque temps. Le monde a changé, un nouveau monde est apparu, mais l'ancien tarde à disparaître. L'ancien a du mal à partir, le nouveau a du mal à éclore. Et effectivement, je pense qu'on est dans cette période un petit peu charnière que l'on vit, que l'on ressent. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de partager avec vous le regard d'une jeune femme de 30 ans, une jeune Française avec tous les biais que ça comporte, une entrepreneure avec tout ce que ça implique, qui n'est pas plus intelligente que plein d'autres experts aux cheveux blancs, mais qui, à minima, s'intéresse à ce sujet et a envie d'avoir de l'impact. Quand on prend du recul sur la période, sur l'époque, sur le monde qui est le nôtre, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'il est traversé par des ruptures qui sont profondes. La première façon de qualifier ces transformations, ça serait la postmodernité. Un monde postmoderne. La postmodernité, ça a été théorisé initialement par Lyotard, qui a dit que finalement, on vivait une histoire dirigée par le progrès. Ça, c'était l'époque moderne. Mais que cette époque moderne n'est plus. Le progrès a changé. Ensuite, vous avez Maffezoli, qui a traduit ça dans les institutions qui sont les nôtres, en disant ce qui se passe à l'heure actuelle, ce sont des institutions issues de l'époque moderne, reposant sur le triptyque, la raison, l'individualité et le progrès, qui sont à la ramasse d'une société civile, d'un monde, d'une planète, qui est passée dans la postmodernité. Et que ce tiraillement que l'on vit, c'est le lit, ça fait le lit de la crise de sens que l'on ressent. La postmodernité, à moi, je la traduirais de manière vachement différente. Je parlerai d'un alignement des planètes. Je pense que ce qu'on vit à l'heure actuelle, c'est une remise en cause extrêmement profonde de tous les grands modèles économiques et financiers, sociétaux, environnementaux, d'un 7e continent de plastique qui flotte dans le Pacifique, idéologiques, politiques, avec la faillite des institutions politiques, en France, au niveau de l'ONU, un peu partout. Il y a comme un alignement de ces planètes-là, qui ont été des planètes fondatrices de nos sociétés modernes, et qui vont devoir être réinventées dans les années à venir. Les mecs, vous arrivez sur une planète où tous les grands modèles qui ont structuré nos cadres de pensée, nos sociétés jusqu'à présent, vont devoir être réinventés. Complètement. Vous allez devoir créer votre héritage. Et ça, c'est quelque chose dont on a conscience, alors qu'on formalise avec plus ou moins d'aisance, mais dont on a conscience aux quatre coins du globe. Derrière la conscience de ce sujet, il y a la responsabilité. Parce qu'on peut se dire, effectivement, il y a un truc qui est en train de se passer, il y a un défi gigantesque de refonte et de réinvention, mais il m'appartient à moi, entre autres, avec les autres, de proposer des choses. Et puis derrière la responsabilité, il y a la chance de pouvoir avoir de l'impact, de pouvoir faire bouger les lignes, à ce moment particulier de l'histoire de l'humanité. Ceci pour la postmodernité, qui n'est qu'une façon de voir le monde qui nous entoure. Il y a une autre façon de voir le monde qui nous entoure, qui est une traduction un peu de la postmodernité dans l'économie. C'est le post-matérialisme. Le post-matérialisme, ça a été développé par Engelhardt, repris plus récemment par Daniel Cohen dans un livre au titre extraordinairement beau, « Le monde est clos et le désir infini ». Qu'est-ce qu'il dit ? Il explique un truc très simple. La révolution numérique, qui est une révolution industrielle, pour laquelle les auteurs et les chercheurs se cassent la figure pour savoir si c'est la 3e ou la 4e, peu importe. C'est une révolution industrielle. Elle a une caractéristique majeure, c'est une révolution industrielle sans croissance. Les chiffres en attestent. Il y a une enquête qui a été réalisée par The Guardian il y a quelques mois sur les 7 économies occidentales et les vingtenaires, c'est-à-dire les digital natives, les bébés de cette révolution industrielle qu'est la révolution numérique, et qui montrent qu'aujourd'hui, ces vingtenaires vivent en dessous du niveau national de leur pays respectif. Aux États-Unis, ces 30 dernières années, le pouvoir d'achat n'a pas augmenté pour 90% de la population. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est en train d'assister à un changement de paradigme absolument gigantesque. Jusqu'à présent, l'idée de progrès dont on parle en postmodernité, ça se traduisait de la manière suivante. Il n'y aura pas de problème. Demain, ça sera mieux qu'hier. Toujours. Et le « ça sera mieux qu'hier », le progrès, se traduisait par de la croissance. C'était ça, le paradigme. Mais s'il n'y a plus de croissance dans les sociétés qui sont les nôtres, qui sont postmodernes, par quoi on va remplacer la croissance ? Demain, ça ne sera pas mieux qu'hier, ça sera résolument super différent. Et il n'appartient qu'à nous de décider ce qu'on met à la place de la croissance.
Vous en avez certains qui prédisent, parce que c'est presque un travail de devin, la créativité et l'innovation. D'autres qui parlent du bien-être, d'autres encore des connaissances, la fameuse économie de la connaissance. Toujours est-il qu'à côté de la postmodernité, il y a le postmatérialisme qu'il faut bien avoir en tête. Il y a une autre rupture que l'on vit à l'heure actuelle, qui qualifie le monde qui est le nôtre, c'est la rupture temporelle. Le monde n'a jamais été aussi rapide qu'aujourd'hui. Quand vous interrogez des chefs d'entreprise en France et à l'étranger sur ce qui les interpelle, ce qui les foudroie, sur ce qu'ils observent au quotidien, ils disent l'accélération du temps, la formidable accélération du temps. Effectivement, quand on descend un peu dans les chiffres, c'est éloquent. Accélération démographique. Il y a 10 000 ans, on était 10 millions. Dans 20 ans, on sera 10 milliards. Accélération sociologique, le rythme des générations. La génération des baby-boomers, c'est 25 ans. La génération Y, la mienne, c'est 15 ans. La génération Z, ça sera moins de 10 ans. Ça veut dire qu'on n'arrive plus à figer une culture commune, un socle de référentiels, de valeurs, de réflexes, qui vont consolider une génération, tellement ça va beaucoup plus vite. Accélération technologique. Il a fallu 36 ans entre l'invention du poste de radio et sa diffusion à 50 millions d'appareils. Il a fallu à 4 ans à Internet. Accélération business. La valo boursière de Airbnb est supérieure à celle de Hyatt plus Marriott. Airbnb, ça a été créé il y a 8 ans. Hyatt, ça a été créé il y a 60 ans. Accélération de la connaissance. Tous les 2 jours, on produit plus de data, de données, que l'humanité en a produit en 2 millions d'années. Le temps va de plus en plus vite. Et bientôt, on aura plus de temps avec le transhumanisme pour courir après ce temps qui va de plus en plus vite. Rupture temporelle, mais également rupture spatiale. Il est en train de se passer un truc dont on ne prend probablement pas la mesure. C'est l'avènement de ce qu'on pourrait appeler le glocal. Le glocal, c'est une génération mondialisée qui agit au niveau local. Des individus qui sont glocaux. Ils pensent mondial, ils agissent local. Mais pour ma grand-mère, c'est inconcevable. Elle ne peut pas appréhender la planète Terre dans sa globalité. Elle ne comprend pas ce que ça veut dire. Elle n'a jamais voyagé. Pour ma mère, c'est très compliqué à comprendre qu'on se sente davantage touché par une catastrophe humanitaire ou écologique à des milliers de kilomètres que par le destin politique de son pays. Et pourtant, c'est la réalité des générations d'aujourd'hui et de celles de demain, qui pensent mondial, agissent local. Et puis une dernière rupture, alors celle-ci dont on parle énormément, rupture anthropologique, avec cette fameuse révolution numérique, qui est, selon Michel Serres, la 3e révolution anthropologique majeure de l'histoire de l'humanité. Après l'écriture et l'imprimerie, dans la mesure où elle bouleverse un certain nombre de codes, mais dans la mesure surtout où elle façonne un nouvel individu, un homo sapiens sapiens qui a la capacité d'augmenter son propre corps, qui a surtout un super pouvoir dans ses mains, le pouvoir d'impacter le monde qui est le sien. Des individus glocaux, dans un monde où toutes les planètes se sont alignées pour dire attention, objectif réinvention. C'est la façon dont moi j'appréhende le monde qui est le nôtre. Et pourtant, quand on regarde les mots, vous avez la postmodernité, vous avez la révolution, vous avez la disruption, vous avez la transformation. Tous ces mots-là, ce sont des mots qui sont hyper stressants, hyper angoissants. On peut se dire c'est super cool, en fait, c'est une chance, je vais pouvoir impacter mon univers, mais la réalité, c'est quand même que la plupart des gens sont hyper inquiets, hyper angoissés de ce qui est en train de se passer. Tous ces mots-là, qu'est-ce qu'on fait? On tente de les apaiser, ces mots MAUX, en y apposant des mots MOTS, qui sont des espèces de mots remparts, des mots boucliers, pour réduire une réalité, pour s'en protéger. Ces mots remparts, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord le mot crise. Ça se lit partout, la crise. C'est la merde, c'est la crise, nanana, très bien. Une crise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un système qui est défaillant. Mais que du coup, si on remet les trucs dans l'ordre, ça va bien refonctionner demain. Dire qu'on est en crise, c'est une bonne façon de ne pas regarder la réalité en face. On n'est pas en crise. On est en train de changer d'air. On est en train de changer de société. On est à la croisée des chemins pour les choix qu'on va faire demain. On a le pouvoir de changer d'humanité.
Ça, c'est pas une crise. Ça s'appelle une mutation sociétale globale. Il y a un autre mot qui est très révélateur, un mot bouclier, un mot rempart, c'est le mot précarité. Là, c'est la traduction un peu de cette histoire de crise dans le monde du travail. On est des générations précaires, bouh, c'est horrible. Il est trop méchant, le monde du travail. Mais la précarité, est-ce qu'on ne peut pas l'avoir d'une autre manière? En se disant que ce mot qui est devenu péjoratif, c'est pas le bon, parce qu'il a été trop connoté. Parce que la réalité de demain, c'est qu'on va devoir être agile, qu'on va devoir être flexible, qu'on va devoir réinventer ses compétences en permanence, qu'on va devoir être entrepreneur de sa vie, voire ambassadeur de sa vie. Et ça, c'est une autre façon de voir le sujet qui est carrément plus cool. On fait quelque chose de complexe une force pour demain. On ne se tire pas une balle dans le pied en se disant, bah voilà, génération précaire, les jeux sont faits, tant pis pour moi. Ubérisation. Ça aussi, c'est un autre mot intéressant. Moi, mon quotidien, c'est de travailler avec des entreprises. Et en ce moment, il y a un grand stress. C'est le stress de l'ubérisation. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, quand on va un petit peu plus loin? Ça veut dire quoi, être ubérisé? Bah, ce sont des grandes entreprises qui ont une histoire, qui ont un capital humain, qui ont un capital immatériel, qui ont peur de mourir. Se faire ubériser, ça veut dire je vais me faire dévorer par les jeunes. Je vais me faire dévorer par 2016. Je vais disparaître. Alors que se faire ubériser, en réalité, ça veut dire, voilà, les règles du jeu business, elles ont vachement changé. Va falloir être innovant, sortir de sa zone de confort. Va falloir se réinventer. Va falloir passer d'un état stable à un état instable. Va falloir créer des entreprises qui sont mutantes. Va falloir remettre le capital humain au cœur du système pour que les hommes s'engagent, pour qu'ils transforment votre boîte. Ça, c'est quand même une super nouvelle. Une fois qu'on se dit ça, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est là? Et qu'on voit le gros trou noir, et qu'on flippe sa mère de ce qui se passe de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un truc très simple, je crois, c'est on saute en parachute. Le but, c'est pas de créer un pont, de faire une rampe de lancement. Non, parce qu'en fait, on est dans un changement de société, dans un changement d'air, dans un changement de monde. Il va falloir armer son parachute et sauter. Pour sauter, il va falloir avoir confiance. Confiance en qui? En l'avenir. L'avenir, c'est qui? C'est la jeunesse. Confiance en soi. Et vous pouvez, avec tous les témoignages que vous avez entendus aujourd'hui. Il va falloir sauter, puis il va falloir voler. Et pour voler, il faut du vent. Et je crois que le vent, en fait, ce sont les idées. Nous y voilà. Je crois que le seul moyen de s'affranchir de ce passé qui devient si lourd, qui nous rend inertes, de cette peur qui est paralysante, ce sont les idées. Il nous faut des idées pour construire aujourd'hui, pour construire demain. Et du coup, il nous faut des idées portées par des hommes et des femmes qui vont les incarner, mais surtout qui vont en prendre la responsabilité. Parce que c'est là le cœur du message que je voulais faire passer ce soir, c'est qu'une idée, c'est super. Mais sans une ou plusieurs personnes derrière qui ne prennent pas la responsabilité de cette idée, ça ne sert à rien. Et je crois qu'aujourd'hui, dans un contexte où les enjeux sont politiques au sens noble du terme, la responsabilité qui incombe aux gens qui ont des idées, elle est double. La première, c'est de partager l'information, de communiquer, de donner des grilles de lecture sur ce qui est en train de se passer. Là, c'est super cool, on est tous ensemble, j'espère que vous êtes contents, c'est hyper intéressant. Mais c'est pas ça la société. La plupart des gens qui ont besoin d'avoir ces grilles de lecture, ces éléments de compréhension de ce qui est en train de se passer, de ce qu'ils ressentent, sans pouvoir le formaliser et donc l'accepter, et donc avoir envie de demain, ils ne sont pas dans cette pièce. Ils sont devant leur télé à regarder Cyril Hanouna, et jamais de la vie ils vont avoir un tête comme ça sur TF1 ou sur M6. Jamais de la vie. Du coup, la responsabilité numéro 1 de ceux qui ont des idées pour aujourd'hui, de ceux qui ont compris ce qui est en train de se passer, c'est de les partager. Sinon, on va créer des sociétés qui sont fracturées. C'est globalement déjà ce qui est en train de se passer. Entre ceux qui vivent, qui vibrent, et ceux qui vont payer la double peine, c'est-à-dire la disparition du monde d'hier et l'incompréhension du monde de demain, qu'ils ne pourront pas aimer parce qu'ils ne le comprennent pas. Parce que les intellectuels, les politiques, les entrepreneurs n'auront pas pris le temps de venir expliquer ce qui est en train de se passer. La responsabilité des idées, c'est ça. La responsabilité des idées, c'est aussi de proposer. On peut analyser ce qui se passe aujourd'hui. Il faut proposer. Il faut proposer pourquoi? D'abord, parce qu'on en a ras-le-bol des diagnostics. Enfin, moi, à titre personnel. Donc le « on » est un peu inclusif.
Je passe ma vie dans des colloques, dans des trucs, à écouter des gens hyper brillants, hyper intelligents, mais ils racontent tous la même chose. La mini-synthèse que je vous ai fait en introduction sur ce qui était en train de se passer, on l'entend partout quand on va voir justement ces cercles d'initiés. L'heure n'est plus au diagnostic. Je pense que globalement, on a compris. L'heure est à la proposition. La proposition, et je pense que c'est une responsabilité nationale et globale, pour la simple et bonne raison qu'en fait, le destin, il n'est pas écrit. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on est flippé de sauter dans l'espèce de ravin, là, parce qu'on se dit, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, mais si ça se trouve, il y a des monstres, des trucs horribles, c'est l'enfer pour demain. Mais non, en fait. Parce que la bonne nouvelle, c'est que vous allez écrire de l'autre côté de la falaise au fur et à mesure que vous allez avancer. C'est comme ça que ça fonctionne. Le destin, on ne le subit pas, on le choisit, on le construit. Donc la responsabilité quand on a des idées, c'est qu'on propose. Qui propose? Qui doit proposer? Il n'y a pas d'homme providentiel. Ça fait 2 ans que je suis en face de gens qui me disent « On attend quelqu'un pour venir nous sauver ». C'est pas du tout une blague. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. On attend un homme politique génial, un Captain France. Quelqu'un qui va venir et qui va dire « T'inquiète pas, cocotte, c'est bon, je vais tout régler. J'ai tout compris, j'assure, un max. Repose-toi. » Mais non, mais ça n'existe pas, en fait. Je pense que ça n'existe pas, que ça n'a jamais existé, mais que dans le momentum que l'on vit à l'heure actuelle, c'est encore moins possible. Et qu'on n'a pas le droit d'attendre un Captain France. Parce qu'en réalité, celui qui est en capacité de proposer des idées, c'est vous. C'est vous dans cette salle. C'est vous qui avez le pouvoir. Et je crois que justement l'idée de ce TED, de tous ces TED qui se succédaient, c'était de vous montrer que cette responsabilité, c'est la vôtre. Donc le qui, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. Et en fait, c'est vachement dur de se dire ça. C'était tellement plus facile d'attendre un homme providentiel. En vrai, c'est tellement plus lourd à porter de se dire qu'effectivement, dans le monde qui est le nôtre, le pouvoir, il est entre nos mains, au niveau individuel et collectif. Et que si on ne prend pas la mesure de ça, c'est pas nous qui nous en mordrons les doigts. Ce sont les générations à venir. Parce que mon dernier point, c'est celui-ci. Proposer des idées, pour qui? Eh bien pour nous, pour vos enfants, pour mes enfants. Il y a une notion qui est extraordinairement absente des débats actuels. C'est la notion d'héritage. Est-ce qu'on va être collectivement fiers de ce qu'on est en train de faire? Nous, population charnière. Est-ce qu'on a seulement en tête que les choix d'aujourd'hui sont des choix qui vont être déterminants pour les 50 et 100 prochaines années? Est-ce qu'on va pouvoir se regarder dans une glace, tout là-haut? Je n'en sais rien. Il y a une phrase qui m'a beaucoup inspirée, de Jean Guéhenno, qui dit « La vraie trahison, c'est de suivre le monde comme il va et d'employer son esprit à le justifier. Soyez libres, soyez rebelles. » Merci.